Salut Céline, Bonjour, comment ça va? ça va Céline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview de praticien. Première question, je peux te demander de te présenter. Oui, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, moi je suis Céline Nickel, donc je suis hypnothérapeute depuis aujourd'hui 6 ans et ça fait à peu près 2 ans, il me semble que j'ai rejoint Medouci. Donc je pratique à la fois l'hypnose mais aussi d'autres techniques, d'autres outils comme par exemple les mouvements oculaires. Donc ce sont des techniques issues de l'EMDR. Je pratique aussi le massage et l'énergétique à côté en complément. Mais le centre de ma pratique, c'est vraiment autour de l'hypnose, des mouvements oculaires. D'accord. Et d'où t'es venue en fait cette envie de te lancer là-dessus, enfin, dans cet univers, parce que c'est une reconversion, je crois. Oui, Euh, tout à fait, ouais. donc si tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant et ce qui s'est passé. Mm. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, comme souvent. Initialement, c'est vrai que je viens pas du tout de ce milieu-là. Je suis ingénieure, en fait, d'abord. Je travaillais dans la gestion de projet. J'ai fait ça pendant 6-7 ans à peu près aussi. D'accord. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont produites. Déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en terminale, j'étais très intéressée par la psycho. Mais c'est vrai que les professeurs, ma famille m'ont beaucoup poussée à faire d'autres études parce que j'étais bonne en sciences et c'est vrai que j'aimais bien les sciences aussi. Et du coup, je me suis retrouvée dans des études qui ne me convenaient pas forcément vraiment. Mais une fois que j'étais lancée dedans, j'ai pas fait machine arrière suffisamment tôt en fait, et du coup, je me suis retrouvée dans un travail qui ne me convenait pas totalement. Donc là, il y a plusieurs choses. C'est vrai que déjà, j'étais ingénieure, j'étais consultante. Donc quand j'étais consultante, ça veut dire que j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises différentes. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'un peu étonnant pour un ingénieur, c'est que dans chacune de mes missions, dans chacun de mes postes, je me suis retrouvée dans des situations où je n'avais pas de travail. Donc D'accord. on n'en parlait pas trop à l'époque, mais j'étais pas loin du bore-out, Ouais. l'inverse du burn-out, qui était très dur à vivre, mais qui a eu l'avantage de me faire poser intérieurement les vraies questions. C'est-à-dire, est-ce que si j'avais suffisamment de travail, est-ce que ce travail me conviendrait vraiment? Est-ce que ce job me plairait vraiment et m'épanouirait? Et je me suis rendu compte que la réponse, c'était non, en fait, que j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose pour moi qui ne me convenait pas, qui me semblait un peu superficiel. Et du coup, je suis un peu revenue à ce qui me plaisait vraiment. J'avais découvert à ce moment-là, depuis très jeune, la kinésiologie, la sophrologie. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, le shiatsu. Mais c'est très compliqué, en fait, quand on a envie de se reconvertir. On ne sait généralement pas du tout par quoi commencer. Ouais. Tout semble passionnant. Et du coup, j'hésitais un peu dans la marée de l'ensemble des formations qui existent en France. Il y en a énormément. Ouais. Et un jour, j'ai fait un atelier d'hypnose, un atelier collectif où j'ai participé. Et pour moi, ça a été un déclic en fait. Je me suis dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Ce qu'elle fait, cette nana, ça a l'air super, j'aime beaucoup. Intérieurement aussi, c'était une expérience par rapport à ce que je connaissais en sophro ou en méditation qui m'avait semblé beaucoup plus colorée, beaucoup plus intense. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est là que ça a commencé. Donc j'ai commencé à faire une formation à côté de mon travail d'ingénieur. À ce moment-là, c'était vraiment les balbutiements. Je n'envisageais pas du tout de faire ça à plein temps. Mais en fait, j'avoue que ça allait très très vite. Je pense que quelques jours après avoir été diplômée, je suis passée à 80% dans mon travail. 6 mois après, ouais, c'est ça. 6 mois après, je commençais déjà. Donc, Non, tu je me trompe. consacrais une journée, c'est ça, par semaine à ton Exactement. Je activité? 2 après-midi. Deux heures. Euh, C'était pas mal ouais, pour recevoir les gens. Et puis j'avais les week-ends aussi. Et en fait, c'est vrai que ça allait très très vite. C'était moins d'un an plus tard. En fait, il y a eu un plan social dans mon entreprise et j'en ai profité pour partir en fait. Ouais. Donc, pour ma part, ça s'est enchaîné très très vite. C'est comme si j'étais pas sur la bonne voie et pouf, je me suis remise sur les rails et du coup, c'est allé tout seul. Ouais, tu Vraiment, j'ai t'es fait beaucoup de alignée. choses. Et du coup, ok, donc tu te mets à 80%. Et c'est quoi, quelles ont été tes premières démarches? Ça a été de trouver un cabinet, un lieu pour recevoir les gens? Comment tu as commencé à te faire connaître? Mais en fait, moi j'ai eu une idée quand je faisais ma formation d'hypnose, c'est que je trouvais que l'hypnose était assez complémentaire avec le yoga, parce que j'aime beaucoup le yoga.
Et du coup, ce que j'ai fait, donc j'étais dans Paris, dans le 11e à ce moment-là. J'ai contacté différents studios de yoga en me disant, ben, moi, j'ai besoin d'un lieu, j'ai besoin de public. Et les salles de yoga, souvent, elles sont fermées les dimanches et elles ont un lieu vide et elles ont une clientèle. Et ça pourrait être donnant-donnant de louer leur salle ou de faire quelque chose en partenariat avec eux. Ça leur ramène quelque chose et ça me ramène quelque chose aussi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a eu pas mal de salles, évidemment, qui ne voulaient pas parce que je comprends, hein, ils voulaient faire du yoga purement. Mais j'ai développé 2 partenariats avec 2 salles du 11e. Et j'ai fait des ateliers collectifs. Il y a même une prof de yoga avec qui j'avais fait un atelier en co-animation. On avait fait, je sais pas, 1 heure et demie de yoga, et puis après une demi-heure, 3/4 d'heure d'hypnose. Et c'était vraiment super. C'était vraiment, ça a été, j'ai plongé dans le grand bain direct, si tu veux. Ma première séance, on va dire, d'hypnose, j'avais 25 personnes devant moi. C'était assez Ah impressionnant, ouais. mais c'était Et super. ouais, tu es sortie de ta zone de confort, tu as mis le pied dans la porte et tu es allée démarcher des Exactement. partenaires. Exactement. Et c'est vraiment très bien fait. C'est vrai que les personnes qui sont intéressées par le yoga, généralement, sont intéressées par tout ce qui concerne les médecines douces, le développement Ouais. personnel. Donc, c'était le bon filon. En plus, à ce moment-là, ça se faisait beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est très fréquent. Dans toutes les salles de yoga que je vois des ateliers de sophro, d'hypnose, de plein de choses. C'est génial. Mais il y a 6 ans, en 2014, quand je l'ai fait, c'était pas encore trop le cas. Génial. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Donc là, ça t'a ramené, j'imagine, ces partenariats t'ont ramené de la visibilité, des clients. Oui, euh, tout à fait. et du coup, tu les recevais ensuite en cabinet de façon individuelle, c'est ça? Tu faisais des consultations individuelles? Oui, c'est ça. Donc, j'ai continué à faire des ateliers collectifs parce que je trouve aussi que le groupe, c'est très intéressant. Il se passe plein de choses dans un groupe. Il y a des gens qui ont des problématiques avec des résonances. C'est vraiment sympa. Donc, je continue à faire ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui participaient, qui avaient envie d'aller plus loin, qui aimaient bien l'approche que j'avais, qui avaient un bon feeling, on a pu faire des séances aussi individuelles. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça m'a permis d'avoir un petit début de bouche à oreille aussi. Ouais. Ok. Et du coup, ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu as développé, là maintenant, j'ai vu que tu avais une certaine présence sur les réseaux sociaux. Mm. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu as une stratégie derrière tout ça pour faire connaître ta pratique et te faire connaître toi aussi? J'ai pas vraiment de stratégie, très honnêtement. Je pense qu'il y a 2 choses, vraiment 2 leviers qui sont les plus significatifs pour me faire connaître. C'est vraiment le bouche à oreille. C'est quelque chose que parfois on sous-estime un petit peu, mais en fait, réellement, faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes qui vont en parler parce qu'il y a des gens qui peuvent être très satisfaits, qui préfèrent garder ça pour eux-mêmes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur recommandation. Et le deuxième, en fait, c'est quand il y a 2 ans, j'ai commencé le partenariat avec Médoucine à Paris. Ça m'a vraiment permis, je pense, d'amplifier cet effet de bouche à oreille Mm. et d'être plus visible aussi sur Internet, notamment ma pratique des mouvements oculaires, peut-être parce que c'est un peu moins pratiqué que l'hypnose. Et du coup, c'est vrai que ça a généré vraiment ouais, une assez forte activité finalement. Les réseaux sociaux, je les utilise, c'est vrai. Euh, mais je ne suis pas convaincue que ce soit les réseaux sociaux qui m'aient amené directement des clients. Je suis Ouais. pas. Ta vitrine. Ouais, c'est un peu vitrine. Après, c'est vrai que j'ai tout de suite, dès le début, j'ai choisi de faire un site internet parce que ça me semblait essentiel en fait pour montrer un peu qui je suis, ma personnalité. Je trouve ça très rassurant aussi pour les gens de pas juste avoir un numéro de téléphone, mais d'avoir plus d'éléments, des détails. Donc ça, je l'ai fait tout de suite. Ça, par contre, oui, ça me semble essentiel. Et est-ce que tu mets en place des choses pour fidéliser tes clients, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils se rappellent de toi, newsletter, voilà. Est-ce que ou peut-être tu leur demandes directement, tu prends toujours un rendez-vous suite au rendez-vous que tu viens de faire Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, j'ai une petite newsletter, mais j'utilise quand même pas mal, mais j'envoie pas des mails trop souvent parce que je trouve que parfois ça peut être assez intrusif. Donc oui, il y a une forme de fil un petit peu de temps en temps, je dirais 1 fois par trimestre, où il y a une newsletter qui vient. Euh,
Sur les réseaux sociaux, je pense que pour le coup, ça permet de maintenir un lien. Ça va pas démarcher de nouvelles personnes, mais les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ça permet d'interagir, de partager des petites pensées, de la philosophie, il faut peut-être pas exagérer, mais tu vois, des choses qui me viennent et d'avoir le retour des gens. Donc ça, oui, ça, je pense que ça maintient un lien, clairement. Clairement. Ok. Et dans ton activité, est-ce que tu continues à te former sur autre chose? Est-ce que tu essaies de la développer, de diversifier un petit peu ce que tu fais? Alors oui, j'ai été très addict aux formations. On est un peu tous, hein, ça c'est le On l'est un malheur. peu tous, ouais. Mais je pense que vraiment, quand on met un pied dans ce domaine, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc, j'ai fait énormément de formations en réalité. J'ai commencé par l'hypnose, après j'ai fait une formation de relaxation, après je suis passée sur les mouvements oculaires. Ça, c'était vraiment au tout début et c'est ce qui représente un peu le pilier de base de ma pratique en tant que thérapeute. Mais après, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait une formation en art-thérapie et en somatothérapie, donc ça a quand même duré 1 an, donc c'était une sacrée formation. Pour autant, je ne l'utilise pas directement dans ma pratique. Tu vois, je ne fais pas d'art-thérapie, je ne fais pas de séance d'art-thérapie en tant que telle. Par contre, je pense que ça vient nourrir un peu ma pratique de l'hypnose, ma pratique générale dans ce qu'on appelle l'être thérapeutique, tu vois, un peu la personnalité de thérapeute. Ça, oui, ça a beaucoup agi et antérieurement aussi, ça m'a été utile personnellement. Après, j'ai fait une formation de massage, euh, aussi une formation assez longue d'1 an. Et ça, c'était quelque chose, je pense, qui était important pour moi parce que, tu sais, dans l'hypnose, on est très dans la tête, dans imaginer des choses. On travaille vraiment on utilise en tout cas la porte d'entrée du mental, euh, sous une forme de lâcher prise, hein, bien sûr, mais quand même, on est dans la visualisation, dans les suggestions, etc. On travaille un peu au niveau du cerveau. Et de Mm. revenir au corps avec le massage, ça, pour moi, ça a été vraiment intéressant et c'est comme renverser un peu les choses, les Ouais. rééquilibrer en même temps. Ouais, et puis ça fait aussi ta valeur ajoutée, ton critère différenciant par rapport à d'autres praticiens en hypnose qui ne feraient Mm. que cette pratique ou autre chose. Complètement. C'est vrai que j'assemble les différents outils que j'ai, j'aime bien les assembler. À un moment, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des troubles alimentaires ou qui ont envie de perdre du poids. Et à un moment, tu vois, j'avais créé un programme où j'associais l'hypnose avec, par exemple, la réflexologie plantaire et d'autres techniques, le massage du ventre aussi. Et les access bars, bon, ça c'est plus énergétique, mais parce que en fait, ça a vraiment un lien avec ce qu'on travaille en réflexologie plantaire. On va pouvoir travailler sur la digestion, l'élimination, des choses comme ça. Et en hypnose, on va aider la personne à s'alimenter différemment, par exemple. Et c'est Ouais, vrai qu'avec ces différentes briques, on peut construire sa pratique vraiment singulière finalement et unique. carrément. Et du coup, ce serait intéressant que tu nous dises est-ce que tu structures, toi, ton offre, comment là, tu disais que tu avais fait un pack d'accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de proposer? C'est en fonction de la saisonnalité? Je ne sais pas. C'est vrai que ça pourrait. Non, là, j'ai arrêté. Je l'ai fait pendant un moment et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, hein. Mais là, je suis plus sur des formats à la séance, en fait, et on voit à chaque fois pendant la séance ce qui est nécessaire, ce qui est le plus juste pour la personne. Mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais reproposer à l'avenir parce qu'il y a aussi une cohérence dans le fait de s'engager de la part du client pour, je sais pas, 3 ou 5 séances, par exemple. C'est pas des programmes très longs, hein. Généralement, j'avais fait 5 séances. Mais il y a une démarche, il y a un Bien sûr. processus. Parce que parfois, l'hypnose, il y a certaines personnes qui peuvent s'imaginer que c'est que des sessions en one shot où on a un problème, paf, on le résout. Et ma façon, c'est pas tellement celle-là, c'est plus d'être dans l'accompagnement un peu moyen terme. Peut-être aussi parce que mes sujets de prédilection, c'est comme je te disais, ce qui est alimentaire, mais aussi tout ce qui est émotionnel, les angoisses, les phobies, les crises de panique. Et c'est vrai que c'est des problématiques où l'accompagnement, c'est pas du one shot, Non, ouais. on essaie d'aller profondément en fait, sinon ça sert à rien. Donc généralement, c'est quand même un petit engagement de la part de la personne qui vient me voir. Même si je fais aussi des séances one shot, bien sûr, on a besoin parfois je sais pas, d'arrêter de fumer ou de juste prendre se détendre ou avoir un petit coup de pouce. Ouais. Mais globalement, je suis plus dans quelque chose, dans une forme de continuité.
Ouais, ça, je pense que j'en parlais avec plusieurs praticiens et c'est vraiment important, vous, en tant qu'accompagnant, de ne pas laisser après le client dans la nature alors qu'on lui a donné beaucoup de conseils, beaucoup de choses à mettre en place. On a travaillé sur plein d'axes dont il n'a peut-être même pas conscience. Et après, de le laisser comme ça dans la nature sans faire une séance de suivi, c'est vrai que c'est quand même, j'imagine, c'est préférable de quand même faire un suivi avec la personne euh, Tout à fait, ouais. suite à la consultation. Ok, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais des conseils, voilà, des choses que tu aimerais partager à d'autres praticiens qui ont du mal à se développer ou qui sont un peu bloqués? En plus, j'aurai ma question ensuite, mais par rapport au Covid, parce qu'on est en pleine période de Covid, Ouais. voilà, et comment est-ce que toi, tu gères la situation Donc, la première question, est-ce que tu aurais des conseils? Alors, des conseils, ouais, il y en a plein qui peuvent me venir, mais là, comme ça, déjà, je pense que de bien se former, c'est important pour se sentir déjà assez en confiance aussi, parce que si on n'est pas bien formé, en général, on ressent intérieurement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de pratiquer beaucoup, parce que la formation, ça ne suffit pas, lire un livre, ça ne suffit pas. Mais du coup, de pratiquer beaucoup, de prendre plein de cobayes, de voir plein de problématiques différentes. Je conseillerais aussi de continuer à se former même en autodidacte après, de lire des livres, de toujours vouloir aller plus loin et de garder cette curiosité. Après, il y a un autre conseil, ce serait de ne pas rester isolé parce que c'est vrai que c'est un métier qui peut être assez solitaire et c'est pas évident en fait, surtout quand on vient d'un autre univers où on a eu des collègues de travail, où on a été dans une entreprise. Donc c'est important de se sentir entouré. Et du coup, pourquoi pas se faire ça peut être vraiment pas mal. Après, pour trouver des clients, je pense que c'est pas forcément facile, mais ce qui est important, c'est d'en parler en fait. Ouais. Déjà, c'est la base de tout. C'est vrai qu'il Ouais. y en a plein qui ne parlent pas ou qui en parlent pas bien, enfin, qui n'utilisent pas des mots assez simples et assez clairs. Donc, en fait, on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils font. Ouais. Donc, c'est C'est effectivement vrai. un très bon conseil. C'est quelque chose qu'on avait fait comme exercice dans mon école de massage. C'était d'apprendre à se présenter facilement et de manière claire. Et en fait, c'est tout bête, mais oui, on est censé réussir à se présenter en quelques phrases, à dire ce qu'on fait et peut-être pas à donner envie, mais en tout cas, à ce que ce soit Oui, clair et d'amorcer quelque chose en quelques phrases, en quelques mots. carrément. Et du coup, génial, merci déjà pour ces conseils. Et aujourd'hui, donc, comment est-ce que toi, tu vois un peu ton activité avec la situation on a été confinés, déconfinés, reconfinés. Donc, le digital prend de plus en plus, enfin, à côté de ça, d'ampleur, mais surtout dans votre activité où on est obligé maintenant de s'adapter. Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de ton métier? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça remet en cause pas mal de choses. J'ai pu voir même dans ma pratique entre le premier et le deuxième confinement, j'ai beaucoup plus de séances en visio pendant le deuxième confinement que pendant le premier parce que je pense que tout le monde commence à s'adapter. En fait, on prend l'habitude de faire des choses à distance, de rester chez soi, etc. Je pense que franchement, on va un peu révolutionner tout ça. Après, honnêtement, le présentiel, c'est quand même hyper important. Euh, Moi, je trouve que le lien qui se construit en présentiel, il se fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de retrouver un, un équilibre en fait entre des séances visio, des séances en présentiel et de se sentir bien avec son thérapeute, c'est quand même la base le plus important. Donc, je pense que en fait, on est confronté à pas mal de challenges. À la fois, développer le digital, je trouve que c'est vraiment génial et que ça nous ouvre beaucoup de choses. Mais en même temps, il va falloir qu'on réussisse à garder cette humanité, si on peut dire, ce lien vraiment qui se crée. Et ça peut être un petit challenge, je pense. Ouais. Ouais, mais au final, je pense que les gens, en fait, on s'en rend compte d'ailleurs avec ces confinements, c'est que les gens ont besoin de liens sociaux, enfin, on en a besoin, mais en ont conscience de Oui, plus en plus. Et effectivement, là, la situation fait que les consultations en ligne vont sûrement exploser, enfin, se développer, etc. Mais je reste quand même confiante que les premières consultations, je pense que quand on ne connaît pas la personne, on a toujours besoin quand même de faire des consultations
en physique. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien, vous, du coup, garder le lien avec ces personnes et toujours proposer peut-être les deux options et commencer à diversifier, simplement voir ça comme une opportunité de toucher d'autres personnes, d'autres univers, d'autres villes. Absolument. Ouais. Absolument. Non, je pense qu'il y a vraiment une ouverture qui est possible. Super. Écoute, merci beaucoup Céline. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, peut-être le mot de la fin, quelque chose un mantra Responsabilité, le mot de la fin. Non, écoute, on a fait le tour. En tout cas, moi, je suis ravie de cette petite entrevue qu'on a eue. C'est très agréable. Et puis, oui, je pense que malgré tout, même si on est dans une période de confinement et que c'est difficile avec la crise sanitaire, qu'on ne sait pas où on va, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Et moi, c'est ça que je garde au quotidien, en fait. C'est les évolutions, je les vois intérieurement chez moi, je les vois chez les gens qui viennent me consulter. Même si parfois on a l'impression d'être dans quelque chose de très difficile, vraiment, il faut rester optimiste parce que on est en train d'en sortir d'un point de vue extérieur avec la crise sanitaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi, grâce à ça, pu prendre conscience de beaucoup de choses et que ça va vraiment mener tout le monde vers quelque chose de plus beau. Donc moi, j'essaie de rester sur cette note d'espoir. Tu as bien raison. L'état d'esprit, c'est une des briques les plus importantes au final pour pouvoir avancer. Super, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot aussi sur Médoucine que je pourrais Avec passer plaisir. à l'équipe. Ouais, Médoucine, du coup, comme je te disais, ça fait 2 ans que je suis en partenariat avec Médoucine et j'ai beaucoup de gratitude parce que vraiment, c'est ce qui m'a permis de passer d'un complément d'activité en fait à une activité à temps plein. Ça a vraiment accéléré le bouche à oreille, ça a accéléré, c'est tout bête, mais la prise de rendez-vous en ligne, c'est hyper pratique pour les personnes. Le fait d'avoir les avis qui sont automatiquement enregistrés, tous ces petits détails en fait qui simplifient vraiment la vie au quotidien et qui sont d'une grande aide. Aussi, j'ai pu participer avec Agathe à pas former, mais animer une conférence. Et c'était génial, une conférence web. On a passé un très bon moment. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent venir comme ça de la part de Médoucine et c'est vraiment hyper appréciable et je me sens entourée aussi. On a parlé beaucoup avec les personnes de l'équipe commerciale sur le Grand Est où j'habite maintenant. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de communication, il y a un côté humain qui est très présent. Merci beaucoup. Je ferai passer le message. Merci Et beaucoup merci à toi. Céline. Et puis, très vite et merci de ce temps que tu nous as consacré. J'espère que ça inspirera d'autres praticiens. Et si on veut te retrouver, si on veut voir un peu ton profil, du coup, on mettra les liens. C'est sur medoucine.com, mais j'enverrai aussi les liens de ton site internet et de tes comptes réseaux sociaux. Mais je te remercie. Merci beaucoup et à très vite. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.